Aujourd'hui, je prépare un plat avec un nom absolument horrible, pulpe musculaire de bœuf, ce qui explique probablement pourquoi ils ont changé le nom en steak Salisbury. Quand je pense au steak Salisbury, je pense au plateau repas surgelé et au déjeuner à la cantine. C'est le jour du steak Salisbury. En réalité, il est né pendant la guerre de Sécession. Je vais donc recréer la version cantine scolaire de ce plat des années 1980, tout en découvrant comment la guerre de Sécession a mené à l'un des premiers régimes à la mode en Amérique, le steak Salisbury. Le steak Salisbury porte le nom de son créateur, le docteur James Henry Salisbury. C'est lui qui l'a d'abord appelé pulpe musculaire de bœuf. Dégueulasse. Il a créé ce plat pour traiter des maladies comme la dysenterie qui frappait l'armée de l'Union pendant la guerre de Sécession. Donc la solution du docteur Salisbury était de nourrir ses soldats avec un régime composé uniquement de bœuf maigre dont tous les tissus conjonctifs et les tendons avaient été retirés. Le bœuf devait être haché en pulpe sans trop la presser avant de la griller, sinon elle aurait un goût de foie. Il fallait juste la presser pour qu'elle tienne. Faites des galettes d'une épaisseur d'environ 1,5 cm à 2,5 cm. Faites-les griller lentement et modérément, bien sur un feu sans flamme ni fumée. Ensuite, il dit que si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter un peu de beurre, de sel ou de poivre, mais aucun autre assaisonnement. Ensuite, vous pouvez les accompagner soit de sauce Worcestershire ou Alford, de moutarde, de réfort ou de jus de citron. Le céleri peut être utilisé modérément comme condiment. Ce n'est pas très différent de ce que nous appelons aujourd'hui le steak Salisbury, mais c'est beaucoup plus simple. J'ai donc choisi une recette plus récente, en particulier celle que je mangeais quand j'étais enfant dans le district scolaire de Madison à Phoenix en Arizona. En fait, pratiquement tous les districts scolaires des États-Unis dans les années 80 et 90 utilisaient cette recette. Elle vient du recueil de recettes en grande quantité pour la restauration scolaire de l'USDA. J'ai déjà cuisiné à partir de ce livre de recettes, notamment le Sloppy Joe et la pizza rectangulaire. Et je le fais parce que, franchement, ça me rend tout simplement nostalgique, alors laissez-moi me faire plaisir. Mais il y a un problème, car toutes les recettes sont prévues pour 50 ou même 100 élèves. Et je n'ai tout simplement pas besoin d'autant de steak Salisbury. Donc, je vais réduire la recette à environ 12 portions, pour laquelle vous aurez besoin de 960 g ou 34 onces de bœuf haché, de 3/4 de tasse plus 1 cuillère à soupe ou 85 g de flocons d'avoine, d'un œuf, d'un quart de tasse ou 60 ml d'eau, d'un quart de tasse ou 60 ml de bouillon de bœuf, de 2 cuillères à soupe de lait écrémé en poudre, de 2 cuillères à soupe d'oignons déshydratés, d'1 cuillère à soupe de persil séché et d'1 demi-cuillère à café de poivre noir. Vous remarquerez peut-être qu'il y a un ingrédient qui semble manquer ici, à savoir le sel. La recette n'inclut pas de sel. Il y aura un peu de sel dans le bouillon de bœuf, mais pas beaucoup. Et ce n'est pas comme s'il pensait que la cantinière saurait qu'il fallait ajouter du sel, parce qu'on en met dans d'autres recettes de viande, mais pas dans celle-ci. Donc, même si je vais suivre la recette telle qu'elle est écrite, je ne vous en voudrais pas d'ajouter 1 ou 2 cuillères à café de sel à votre viande. Dans tous les cas, commencez par écraser le bœuf haché dans un bol, puis ajoutez les assaisonnements. Vous avez le poivre, le persil et les oignons déshydratés. Ajoutez ensuite l'œuf et mélangez bien. Vous pouvez tout mettre dans un robot pâtissier et mélanger d'un coup, mais à la main, ajoutez les ingrédients un à un et mieux selon moi. Ensuite, j'ai ajouté les flocons d'avoine petit à petit, puis le lait en poudre. Enfin, ajoutez l'eau et le bouillon de bœuf et continuez à mélanger jusqu'à ce que tout soit bien incorporé. Cependant, la recette nous avertit de ne pas trop mélanger. Ensuite, il faut diviser la viande en portions d'1 tiers de tasse, façonner la viande en galettes et la poser sur une plaque de cuisson non recouverte. Certains façonnent leur steak Salisbury pour imiter un vrai steak, comme le steak d'urgence de la Seconde Guerre mondiale, censé rappeler un T-bone. Mais à l'école, ils étaient toujours de petits ovales épais, c'est donc ainsi que je les prépare. Une fois que vous avez rempli une plaque de cuisson, mettez-la au four à 350 degrés Fahrenheit, soit 175 degrés Celsius, et faites cuire pendant 25 minutes. Ces steaks Salisbury sont simples et rapides à préparer, contrairement à d'autres recettes sur la chaîne qui demandent parfois des heures de préparation et de tournage. Et donc, à la fin de la journée, la dernière chose que j'ai envie de faire, c'est de préparer le dîner pour moi-même. Les steaks finiront dans quelques minutes, mais on ne peut pas les servir nature. Ils doivent être servis avec une sauce. Et le livre de cuisine dit que vous pouvez soit les servir avec une sauce tomate sans viande, ou, comme c'était courant dans mon école, une sauce brune. J'ai 3 qui demandent 2 cuillères à soupe de beurre, 1/4 de tasse plus 1 cuillère et demie à café,
ou 35 g de farine, 2 tasses et demie, ou 590 ml de bouillon de bœuf, une demi-cuillère à café de poudre d'oignon et 1/16e de cuillère à café de poivre noir ou blanc. J'utilise du poivre blanc parce que j'ai rarement l'occasion de l'utiliser dans cette émission. Commencez donc par faire fondre le beurre dans une casserole, puis ajoutez la farine et mélangez. Vous allez préparer un roux très sec ici. Laissez-le cuire à feu moyen en remuant souvent jusqu'à ce qu'il soit doré, environ 8 minutes. Ajoutez ensuite le bouillon de bœuf petit à petit, puis fouettez le roux dans le bouillon. Une fois que tout le liquide est ajouté, incorporez la poudre d'oignon et le poivre. Continuez à remuer à feu moyen jusqu'à ce que ça commence à bouillir, puis réduisez le feu à moyen et laissez mijoter pendant 6 à 8 minutes, ou jusqu'à ce que la sauce soit assez épaisse pour napper le dos d'une cuillère. Pendant que ça épaissit, je voulais vous parler de ma deuxième chaîne, lancée récemment en collaboration avec YouTube. Essentiellement, ce sont des marathons d'anciennes vidéos de Tasty Mystery. C'est une façon de donner une seconde vie à de vieilles vidéos oubliées. Cette vidéo n'a pas besoin d'une seconde vie car elle n'est pas ancienne. Elle est nouvelle et elle s'accompagne d'une nouvelle leçon d'histoire, à savoir comment le steak Salisbury a d'abord été conçu comme un remède pour les soldats de la guerre de sécession. Avant la guerre de sécession américaine, James Henry Salisbury s'est passionné pour de nombreuses maladies intestinales. À l'aube de la théorie des germes, James Henry Salisbury figurait parmi ses premiers partisans. Mais la plupart des maladies associées restaient sans traitement. Après tout, c'était une époque où il n'était pas encore courant de se laver les mains avant d'effectuer une opération chirurgicale. C'était encore une idée assez nouvelle à ce moment-là. Donc même si certaines maladies comme la variole avaient déjà des vaccins, la plupart des affections, en particulier celle de l'intestin, dépendaient presque entièrement de l'alimentation d'une personne pour être soignée. Et c'est donc là-dessus que Salisbury s'est vraiment concentré. Mais il a trouvé difficile de déterminer quels aliments provoquaient ou non de l'inconfort ou des problèmes lorsqu'on suivait un régime varié. Donc, en 1854, l'idée m'est venue, lors d'une de mes heures de solitude, d'essayer les effets de ne me nourrir que d'un seul aliment à la fois. J'ai d'abord commencé cette expérience uniquement sur moi-même. Pour cette raison, j'ai entamé cette série d'expériences avec des haricots cuits au four. Avant même d'avoir passé 3 jours à ne manger que cet aliment, j'ai commencé à y voir plus clair. Je suis devenu très flatulent et constipé, avec des vertiges, des bourdonnements d'oreilles, des picotements et totalement inapte au travail mental. Mais après un certain temps, ce régime composé exclusivement de haricots cuits a commencé à avoir quelques effets positifs. Et donc il a décidé d'élargir l'expérience et a payé 6 hommes pour qu'ils suivent eux aussi un régime composé exclusivement de haricots cuits. Puis, l'année suivante, il a essayé ce même genre d'expérience avec différents aliments sur différentes personnes. Des aliments comme les asperges, le maïs, le riz, les pommes de terre, les betteraves, les navets et le tapioca, entre autres. Il a aussi essayé un régime à base de bœuf maigre, qui semblait être le plus efficace. Il s'agit de la pulpe musculaire de bœuf, préparée comme décrit précédemment, qui offre un maximum de nutriments avec un minimum d'effort pour les organes digestifs. Rien d'autre que cet aliment, sauf occasionnellement du mouton grillé. Salisbury a pu étendre ses expériences en 1861 lorsque la guerre de sécession a éclaté. Voyez-vous, il a été chargé de plusieurs patients dans les hôpitaux de l'Union et il a constaté que plus d'hommes mouraient de dysenterie et de diarrhée que de blessures par balle. Maintenant, même s'il était un partisan de la théorie des germes, il n'avait pas encore compris que beaucoup de ces personnes tombaient malades à cause des germes présents dans l'eau sale. Il ne pensait pas non plus que c'était forcément les germes présents sur la nourriture, mais il a conclu que c'était la nourriture elle-même qui causait ces problèmes. Et il a identifié de nombreux aliments qui semblaient causer toutes sortes de problèmes intestinaux, aucun n'étant pire que le biscuit de mer. Après un examen minutieux et approfondi, il a été constaté que lorsque les soldats sont en marche, ils sont obligés de se nourrir principalement de biscuits militaires car ils ne peuvent emporter de la viande cuite que pour quelques jours de ration. Pour prouver que ces aliments étaient particulièrement nocifs, il a fait suivre à 3 hommes un régime monotrophe composé uniquement de biscuits de mer très durs. Le 12 octobre à midi, les hommes ont été nourris uniquement de biscuits militaires et d'eau, à laquelle on ajoutait environ 1 once de bon whisky au déjeuner et au dîner. Ensuite, il a passé le mois suivant à cataloguer en détail et de façon assez graphique les habitudes aux toilettes de ces hommes, ou plutôt leur absence d'habitude, car ils étaient complètement constipés. En même temps,
Il a mis plusieurs autres hommes sous des régimes alimentaires différents et a noté ce qui se passait avec leurs habitudes aux toilettes. Certains des aliments, notamment les pois et les betteraves, provoquaient des effets indésirables en seulement quelques jours. D'autres aliments pouvaient mettre 1 semaine, voire 2 semaines, ou jusqu'à 45 jours à provoquer des problèmes, comme le pain, le riz et le tapioca. Mais il y avait certains aliments qui ne semblaient jamais provoquer d'effets néfastes, principalement le bœuf et le mouton. Beaucoup d'entre eux ont continué ce régime exclusif pendant 3 à 4 ans avant de réintroduire le pain et les légumes dans leur alimentation. Ainsi, sa chair de bœuf hachée est devenue l'un des traitements les plus efficaces contre la dysenterie pendant la guerre de sécession. Et même après la guerre, il a continué les essais et les expérimentations et il s'est vraiment investi à fond dans cette idée que la viande en tant que régime exclusif était la voie à suivre. Il disait que si vous mangiez des fruits et des légumes, cela ne devait pas représenter plus d'1 tiers de votre alimentation. De préférence 0, mais jamais plus d'1 tiers. Parce que les légumes, surtout lorsqu'ils sont crus, produisent en quelque sorte des fumées et des gaz nocifs à l'intérieur de votre corps. Cela, lorsqu'ils s'accumulent, pouvait mener à une insuffisance cardiaque ou à la tuberculose, je crois, il disait, à des tumeurs ou même à des maladies mentales. De plus, il considérait que la dent humaine était la preuve physique que la viande devait constituer la majeure partie de notre alimentation. Dans les années 1880, le docteur Salisbury était devenu un mélange du docteur Atkins et de Liver King. En 1888, il a publié son livre sur le sujet, et même s'il n'était pas vraiment passionnant, l'une de ses adeptes, l'auteur britannique Elma Stewart, a écrit un best-seller intitulé « What Must I Do to Get Well and How Can I Keep So ». Dans ce livre, elle affirmait que le régime du docteur Salisbury l'avait guéri d'une maladie qui durait depuis 9 ans, et le livre a fait sensation, ce qui a vraiment rendu son nom célèbre dans tout le monde anglophone. Cela n'était pas seulement dû au fait que son régime, un régime de 12 semaines composé de sa viande et d'eau chaude, pouvait guérir toutes sortes de problèmes intestinaux, mais aussi parce qu'il aidait à perdre du poids. Son cabinet à New York était immense, avec des gens venant des 4 coins du monde pour manger sa pulpe de viande et boire de l'eau chaude sous son œil attentif. Et à mesure que sa renommée grandissait, ses affirmations diététiques aussi. Il disait que ce régime pouvait guérir toutes sortes d'autres problèmes non digestifs. Il rendrait votre peau éclatante, il vous donnerait beaucoup d'énergie, comme quand vous étiez enfant, et il vous rendrait même plus attirant en général. Cela a amené certaines personnes à penser qu'il était peut-être un peu charlatan. Comme en 1894, les journaux ont publié un article intitulé « Un nid de cinglés », comment le docteur Salisbury, célèbre pour son eau chaude, affame ses patients, des dupes humains aux yeux creux qui s'imaginent être guéris. Serais-je beau et aurais-je le monde à mes pieds? Monterais-je les escaliers 2 marches à la fois? Purgerais-je mon corps de tout péché et de toute maladie? Alors, dois-je suivre la cure d'eau chaude et manger des steaks Salisbury? Pendant plusieurs colonnes du journal, l'auteur se moque des hommes et des femmes émaciés qui dépérissent lentement en buvant leur eau chaude dans l'établissement du docteur Salisbury. Mais cet avis semblait être minoritaire, car les steaks Salisbury étaient devenus vraiment très populaires, même en dehors du monde médical. Je pense que cela a aidé qu'en 1890, sa pulpe musculaire de bœuf ait été rebaptisée, car les journaux publiaient désormais des recettes de steak Salisbury. Ces premières recettes étaient très simples, généralement seulement de la viande hachée, un peu de farine, du sel, du poivre, doré dans du beurre. Et puis elles apparaissaient souvent à côté de recettes de steak à la hambourgeoise, qui étaient généralement assaisonnées avec de l'oignon, de la sauge et du thym. Au début du XXe siècle, on commence à voir certaines recettes de steak Salisbury devenir un peu plus élaborées. Peut-être ma préférée vient de San Francisco vers 1910, et elle inclut du jus d'oignon et est servie avec de la purée de pommes de terre et une sauce à la crème avec du Roquefort. Ce qui est peut-être le plus fascinant, c'est que chaque steak est garni d'une banane cuite au four. Je pense cependant que c'est un cas isolé, car je ne l'ai jamais revu dans d'autres recettes. Je trouve intéressant qu'aujourd'hui le steak Salisbury soit vu comme un déjeuner ou un dîner, et non comme un petit déjeuner. Mais à la fin du 19e et au début du 20e siècle, il apparaissait souvent sur les menus du petit déjeuner,
ainsi qu'au déjeuner et au dîner. Et il est souvent associé au steak à la hambourgeoise, plus relevé, plus assaisonné, le précurseur de ce que nous appelons aujourd'hui un hamburger. Mais cela a changé, du moins pendant un certain temps, en 1918, lorsque les États-Unis sont entrés en guerre contre l'Allemagne. Vous voyez, lorsque nous sommes entrés dans la Première Guerre mondiale, un certain nombre d'aliments ont changé de nom, parce qu'ils étaient associés à l'Allemagne. Et donc, le steak de Hambourg a souvent été rebaptisé steak Salisbury. C'est maintenant le steak Salisbury plus le steak de Hambourg. Nouveau nom pour le steak de Hambourg. Ceci est un restaurant américain. Encore plus ridicule, je pense, c'est qu'à une époque, la choucroute a été renommée chou de la liberté, et la bratwurst est devenue saucisse de la liberté. À ce moment-là, le steak Salisbury était déjà devenu un aliment de base du régime alimentaire, mais son créateur a très vite été oublié. Dès 1910, soit seulement 5 ans après la mort de Salisbury, un article de journal attribuait la création du steak à un tout autre médecin, un certain Dr Burke. Le steak Salisbury est un proche parent du hamburger. C'est l'une des lubies du Dr Burke, obtenue de Salisbury en Angleterre, qui avec les fruits l'utilisait comme remède universel. C'est un peu une gifle, parce que premièrement, il n'était pas originaire de Salisbury en Angleterre, le docteur Salisbury. Mais en plus, Salisbury n'aurait jamais associé cela avec des fruits. Il pensait que les fruits étaient mauvais. Donc voilà. Il semble que les gens aient assez vite oublié d'où venait ce nom. Beaucoup d'histoires dans les années 20, 30, 40, jusqu'aux années 50 attribuent généralement l'origine à Salisbury en Angleterre, ou à une ville appelée Salisbury en Caroline du Nord. Celui qui a inventé pour la première fois le plat connu sous le nom de steak Salisbury n'a jamais reçu la reconnaissance. Il y a de fortes chances qu'un chef de wagon-restaurant aujourd'hui oublié ait préparé la première viande hachée appelée steak Salisbury dans un wagon-restaurant qui circulait entre Asheville et Salisbury. Le docteur Salisbury a tout de même été reconnu comme créateur lorsque le médecin Frank McCoy a publié en 1931 un article dans des centaines de journaux affirmant que le régime Salisbury pouvait traiter rhumatisme et maladie de Bright, une affection rénale. Il a dit que les gens devraient simplement l'essayer pendant une semaine. 3 fois par jour, mangez une demi-livre de steak Salisbury avec autant de céleri ou de tomates tranchées que vous le souhaitez, mais aucun autre aliment. Une demi-heure avant chaque repas, buvez un demi-litre d'eau tiède et sirotez également un autre demi-litre d'eau tiède pendant le repas. Faites aussi 2 lavements par jour pour nettoyer complètement les intestins. Je suis surpris que ça n'ait pas marché. Maintenant, les steaks Salisbury ont commencé à perdre en popularité dans les années 1940 et 1950, principalement parce que les hamburgers ont vraiment fait leur grand retour. Et dans les années 60, c'était considéré comme un plat vraiment démodé, un peu comme un plat d'une autre époque. Un retour du steak Salisbury. Le steak Salisbury, vestige de la cuisine de la fin de l'époque victorienne. De temps en temps, ce plat figure sur le menu d'un restaurant, mais il est rarement préparé dans les cuisines familiales. Cet article a essayé de remettre le steak Salisbury au goût du jour, mais ce qui l'a vraiment relancé, c'est la popularisation du TV dinner. Introduit à l'origine en 1953, le TV dinner était très en vogue au début des années 60, et en 1970, l'une des options les plus populaires était le steak Salisbury. C'est aussi à ce moment qu'il est devenu incontournable dans les repas scolaires à travers les États-Unis. Finalement, le steak Salisbury a un peu perdu de sa popularité, parce qu'il était souvent considéré comme un aliment transformé. Mais ce n'est pas vraiment le cas. Ce n'est pas plus transformé qu'un steak, à part qu'il est haché. C'est vraiment simple en fait, donc je ne comprends pas trop pourquoi il a perdu en popularité. Mais c'est ce qui s'est passé. Mais en ce moment, ma cuisine sent plutôt la nostalgie, un peu comme la cantine en CE1 ou CE2. Alors je vais goûter ce steak Salisbury de mon enfance. Et nous y voilà. Steak Salisbury avec sauce, tiré des recettes en grande quantité de l'USDA pour la restauration scolaire. Donc, en seulement quelques minutes, après avoir versé la sauce dessus, elle s'est un peu solidifiée. Et au début, je me suis dit « Burke ». Et puis je me suis dit « Attends, c'est comme ça que ça doit être si j'essaie de reproduire un déjeuner à la cantine ». Parce que c'était toujours un peu solidifié au moment où tu payais et que tu l'apportais à la table. Bref, je vais goûter ça. Ça a le goût du steak Salisbury de mon enfance. Ça aurait vraiment besoin d'un peu de sel. Un peu de sel ferait vraiment la différence, je pense. Mais le goût est en fait plutôt agréable.
Il lui manque juste un petit coup de peps grâce au sel. Je n'arrive pas à distinguer le persil ou les flocons d'avoine. Je ne suis pas sûr pour l'avoine. Ça utilise des flocons d'avoine et il n'est pas indiqué de les écraser ou quoi que ce soit. S'ils étaient moulus, ils pourraient servir de liant, mais on n'en a pas besoin. Je ne comprends donc pas leur présence. Ce n'est pas mauvais, c'est juste superflu. C'est un plat assez simple, mais c'est plutôt bon. Aussi, juste pour faire le malin, j'ai préparé des pommes de terre et je les ai servies avec une cuillère à glace, exactement comme à l'école. Et ce ne sont pas des purées de pommes de terre ordinaires. Ce sont celles qui utilisent des pommes de terre déshydratées en flocons, comme le demande la recette du livre de cuisine. Ouais, ça a exactement le même goût qu'il y a 30 ans. C'est généralement un plat assez, je ne veux pas dire fade, mais simplement un plat très simple. C'est comme ça. Donc je comprends pourquoi il a un peu perdu en popularité. La sauce par-dessus, c'est vraiment ce qui va donner plus de goût, la sauce brune, ou si tu mets un autre type de sauce. Donc, oui. Fais-le seulement si tu n'as rien à faire. Sinon, va acheter un plat préparé Hungryman ou similaire. C'est clairement industriel. De toute façon, c'est nostalgique, c'est amusant, et je vous retrouve dans un prochain épisode de Tasting History.